la délégation et puis après on pourra avoir un échange. Ce que je voulais vous dire, c'est que notre échange va être enregistré et pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez éteindre votre caméra. Voilà. Hein? Eh bien, je donne la parole à Daniel ou à Didier en fonction de la manière dont vous êtes un peu répartis. Alors, ça va être Didier dans un premier temps. Eh On bien, a Didier. parlé avec Daniel. Daniel prendra la suite après moi. On a partagé le compte-rendu en deux. Et puis, tout d'abord, merci à Daniel pour le travail qu'elle a fait sur le compte-rendu, parce que c'est elle qui a fait la synthèse de toutes les notes d'un petit peu tout le monde. Et c'était pas très facile parce qu'il a fallu trier tout ça et puis mettre dans le bon ordre. Ça a été fait rapidement et a priori, on est prêt pour ce soir. Alors, première image, c'est une petite photo de la délégation, hein. On était 7 adhérents, 4 femmes et 3 hommes, représentant 7 départements, hein, ce qui témoigne de l'implantation géographique diverse de France Kurdistan sur le territoire national. Techniquement, tout a bien fonctionné. L'avion, l'hôtel, on a eu un contact rapide avec notre accompagnatrice locale qui s'appelle Ruken et qui parle parfaitement français. Alors, ça peut paraître un peu banal ce que je dis, mais c'est un point important parce qu'on a pu poser des questions, s'exprimer et avoir une traductrice qui soit là pour aller dans la difficulté des questions parfois. Et puis, on a eu l'aide aussi d'une autre interprète qui s'appelle Pia, qui est parfaitement bilingue, qui habite à Istanbul, mais qui parfois habite à Paris. Et donc, c'est deux points particulièrement importants pour la délégation, la traduction. Au niveau policier, bon, c'est un peu comme d'habitude. Les Turcs, ils sont pas très contents de nous voir. Donc, à Istanbul, ça s'est bien passé, hein, il n'y a pas eu de problème. On était un peu inquiets pour le changement d'avion parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde à l'aéroport. Donc moi, je me suis dit, bon, a priori, ils ont décidé de nous laisser rentrer facilement, ils vont pas nous renvoyer en France, tout va bien. Sauf que, c'était pas tout à fait la réalité, puisqu'à l'arrivée à Ahmed, à Diyarbakir, on a subi un contrôle policier avec prise des passeports, prise de photos des membres de la délégation, et bon, on a bien compris qu'il fallait qu'on s'exécute parce que sinon on aurait quelques problèmes. Seule Nadine a réussi à passer comme une lettre à la poste. Personne ne lui a rien demandé. Alors peut-être qu'elle était devant nous, un peu cachée. Enfin, toujours est-il qu'ils ne l'ont pas ennuyée. Le plus pénible là-dedans, nous, bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai l'habitude hein, d'être contrôlé en Turquie. Par contre, ils ont aussi contrôlé les gens qui nous recevaient. Ça, c'est un peu gênant. Ils ont demandé les papiers à Ruken, ils ont demandé les papiers à notre chauffeur kurde, et évidemment, ils ont pris en photo, enfin, euh, comme d'habitude, quoi. Je trouve que pour nous, ils ont été soft et qu'ils se ramollissent un peu, hein, les flics turcs. Bon, enfin. L'objectif de la délégation, eh ben, c'était participer aux névroses, mieux appréhender la situation politique et géopolitique dans la région, apporter notre solidarité et faire connaître notre association comme une force utile en France, à la fois à la connaissance et au combat du peuple kurde, de développer nos relations, particulièrement les relations culturelles, et évidemment renflouer la boutique, puisque les ventes de foulards, de kéfiers et de choses comme ça, c'est une vente indispensable pour nos moyens financiers. Voilà, pour la première partie de ce compte rendu. Alors, je propose que s'il y a des questions, vous les poserez après, tout à la fin, ou vous voulez procéder comment? Oui, 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 à la Je fin, oui, déroule et oui. puis procéderai.
Alors le lieu, quelques mots sur Ahmet. Bah, vous avez la slide, hein. C'est donc une grande ville, hein, ville préfecture du sud-est de la Turquie, ancienne ville fortifiée, des remparts qui dominent la vallée du Tigre. Elle compte environ 1,6 million d'habitants, à peu près, entre ouais, 1,6 million, une majorité kurde, avec un quartier entièrement kurde, enfin, majoritairement kurde. Elle est considérée comme la capitale historique et culturelle du Kurdistan de Turquie, voire du Kurdistan tout court. C'est un foyer de contestation important. La ville a été victime de répression militaire entre 2016 ou même 2015-2017, et toute la moitié ouest de la vieille ville, hein, le quartier sûr, le quartier kurde, a été bombardé et détruit à environ 70%. Voilà. Vous avez c'est une très belle ville. Tous les monuments sont en roche volcanique, là, je ne sais plus comment on dit, les roches grises, presque noires, un petit peu comme Du les Balzate. du Balzac, voilà, du Balzac, un petit peu comme la cathédrale de Clermont-Ferrand, le même style et c'est normal d'ailleurs. Voilà, ensuite, tu peux passer à l'autre slide. Si tu veux. Alors, pourquoi on y allait? On y allait pour le Newroz. Newroz, c'est le nouvel an du calendrier persan, c'est le nouvel an kurde. Le kurde est une langue de la famille des langues iraniennes. Il est célébré à l'occasion de l'équinoxe de printemps. Cette année, ça tombait juste après l'Aïd, le lendemain. C'est un symbole de renaissance, hein, de lumière face aux ténèbres. Cette fête, elle est rattachée à la légende du forgeron Cavet, qui libéra son peuple du tyran Zayak. Alors ça, c'est la légende, hein. Elle est célébrée depuis 3000 ans. Elle a souvent été réprimée, interdite. Aujourd'hui, elle est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est devenu une fête politique, puisque culturelle, qui se présente comme une occasion d'expression de la résistance et de l'union des quatre Kurdistans, ainsi qu'une fête de la liberté contre le pouvoir hégémonique et dictatorial d'Erdogan. À cette occasion, et sur la scène, alors on ne la voit pas la scène, mais elle est derrière la foule, à l'opposé de la foule, des lettres des leaders kurdes des quatre pays ont été lues, marquant symboliquement l'unité retrouvée, époque symboliquement, l'unité retrouvée du peuple kurde. La proclamation d'Öcalan a été acclamée. Ça, c'est le déroulement de la fête. Le Newroz est aujourd'hui reconnu comme une fête officielle en Syrie, qui est quand même un signe d'ouverture pour le Rojava. Des personnalités locales ont pris la parole, des personnalités nationales ont pris la parole. Je pense particulièrement à Leyla Zana, qui a été une des premières députées kurdes à s'exprimer en kurde à l'Assemblée nationale turque et qui, pour cette raison, a été condamnée, je crois, à plus de 20 ans de prison, environ 20 ans de prison, et qui assistait au Newroz et qui est une personnalité reconnue dans toute la Turquie, dans tout le Kurdistan, mais aussi au-delà de la Turquie et au-delà du Kurdistan, puisque tout le monde l'a, enfin, elle est populaire et connue, quoi. À remarquer la foule. C'est vraiment une fête populaire. On a vu des centaines de milliers de personnes, je pense qu'on peut le dire. Je dirais entre 500 000 et 1 million de personnes qui étaient présentes à cette fête, avec des slogans, avec le slogan officiel qui dit Newroz de la liberté et de la démocratie, avec plein de couleurs, des drapeaux du Kurdistan, des keffiers jaunes, rouges et verts, des portraits de Salahattin Demirtas et d'Abdullah Öcalan, surtout d'Abdullah Öcalan, qui sont omniprésents dans la foule. Et partout dans la foule, on entend reprendre des slogans devenus traditionnels, Bidji, Sera Kapo, Yeke, 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 Gele Kurd, Yeke, le peuple kurde est uni. Et puis, évidemment, partout des cercles s'organisent et tout le monde, la majorité danse le halay, j'espère que je prononce bien, je ne suis pas sûr,
qui est la danse traditionnelle kurde qui se fait en cercle. Et alors, on a des spécialistes maintenant. Nadine et Daniel ont participé à des danses kurdes avec les Kurdes. Voilà, on a quelques photos et c'était très bien et c'était très, très beau. Voilà pour cette partie. On peut continuer si tu veux, Roselyne. Voilà. Daniel? L'objectif aussi, on l'a dit hein, au début, c'était aussi d'avoir des rencontres, et en particulier des rencontres soit avec des élus, soit avec des responsables politiques kurdes. Et les gens du DEM Party, en tout cas le secteur international, nous avaient organisé un programme quasi parfait. On a eu des rencontres avec des élus, on a eu des rencontres avec des associations, on a eu des rencontres avec des associations féministes, avec des associations féministes et culturelles, avec des associations d'élus. Et donc, on a rencontré dans ce cadre-là Berdan Öztürk, qui est député de la circonscription de Diyarbakir et qui est co-responsable du secteur international du DEM Party, puisque je crois qu'avec lui, il y a Ebru Güne, qui est aussi co-responsable du secteur international. Alors, Berdan, il est aussi membre de la Commission des Affaires étrangères et délégué au Conseil de l'Europe, conseil fondé après la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la démocratie et les droits de l'homme. Alors lui, il a souligné l'hypocrisie de cette commission dans le sens où elle s'est largement éloignée de ses valeurs et de l'instance européenne tout court. Il est porte-parole, je vous l'ai dit. Il a insisté sur la dignité et la force retrouvée du peuple kurde à travers une lutte politique qui propose une alternative aux États-nations en s'appuyant sur des valeurs humanistes et anticapitalistes. Nous l'avons questionné sur l'avancée du processus. Alors le processus, c'est l'appel d'Öcalan à la dissolution du PKK et à la paix et à la négociation politique. Alors on l'appelle processus ou processus de paix. Moi, je n'ai pas tranché. Lui, il dit processus de paix. Alors, il nous dit tout simplement que ça prendra du temps. Il compare le processus avec les négociations avec l'IRA en Irlande. Il dit, voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Il estime que les Kurdes ont fait le premier pas hein, avec la dissolution officielle du PKK, le dépôt des armes, et qui sont maintenant en droit d'attendre la même démarche de la part de l'État turc. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de signe particulier important qui pourrait faire avancer ce processus. Pour lui, la Turquie aurait tout intérêt à saisir de ce qu'il appelle une chance dans le contexte de guerre au Moyen-Orient, où tous les prétextes de libération des peuples et de démocratisation des régimes sont brandis par les forces impérialistes. Donc il évoque aussi le rapport de la commission de l'Assemblée nationale turque qui ne décrit pas la situation, qui décrit la situation que comme le problème kurde et qui multiplie l'utilisation du terme terroriste. Vous savez qu'il y a eu une commission de créer, je crois que c'est juin, juillet l'année dernière, dans cette période-là, et cette commission, elle est composée de tous les groupes politiques présents à l'Assemblée. Elle a rendu un rapport, et dans ce rapport, évidemment, on traite les Kurdes de terroristes. Et donc, discuter avec des terroristes, on comprend bien que ce rapport-là, il n'est pas acceptable, en tout cas dans l'État, pour les Kurdes. Ensuite, nous avons rencontré, excusez-moi, mais je suis un peu malade, Dogan Hatun, qui est le commère de Diyarbakir, le commère d'Ahmet. Et lui, il nous a parlé en particulier du récent jumelage de la ville de Diyarbakir, Ahmet et Rennes. Il nous a parlé d'Amitié Kurde de Bretagne. Il nous a dit que c'était un jalon dans la longue relation que les villes ont tissée depuis les années 70. L'ancienne commère d'Ahmet, Kultan Kishanak, a récemment été reçue dans la municipalité bretonne. Parallèlement à son séjour, elle a reçu le prix de la Fondation Daniel Mitterrand. Et lors de notre entretien le commère actuel, avec Dogan, lui, il nous a fait un petit récapitulatif des derniers événements depuis février 2026. Alors,
son analyse, lui, il dit les Kurdes ont refusé de participer à l'attaque contre la théocratie iranienne. Le départ de cette guerre, c'est un accord scellé sur le sort du Kurdistan, de la NES, le 5 février. Euh, une réunion qui a eu lieu à Paris entre Israël, les États-Unis et la Turquie. Et avec l'accord de ces pays, il a été acté que le Rojava serait livré aux troupes d'Ahmed al-Shara après le retrait, évidemment, des tribus arabes de la coalition des forces démocratiques syriennes, qui sont les forces kurdes, avec les tribus arabes, et que le refus de combattre contre les forces syriennes ont, ont évité un génocide. Parce que le rapport de force étant en faveur de la Syrie avec le soutien des Américains, d'Israël, de la Turquie, il était évident qu'eux, ils perdraient cet affrontement en direct. Mais le côté positif pour lui, c'est que tout ça, ça a permis, enfin, le début du combat contre les Kurdes et dans une moindre mesure contre les Druzes, tout ça, ça a permis, même s'il se dit inquiet pour les Kurdes d'Iran et d'Irak, ça a permis une unité qui n'existait pas entre les Kurdes des quatre régions. Et donc, il souligne l'amélioration quand même de la situation dans des villes comme Afrin. Et alors, il remarque quand même que Kobané reste quand même le gros point noir de la situation actuelle, puisqu'ils sont assiégés par des milices pro-turques, mais aussi par l'armée syrienne. En termes de processus de paix, il est sur la même position que le député Bertan Öztürk. Voilà. Ça fait les rencontres d'hommes qui sont importantes. Ensuite, nous avons rencontré le GABB. Le GABB, c'est l'Union des municipalités de la région du Sud-Est Anatolie. C'est une association d'élus. 129 municipalités en sont membres, pardon. Ça représente environ 7 à 8 millions de personnes, dont 62 municipalités d'UDEM et 10 municipalités pour lesquelles les commères ont été remplacés par des qayoums. Les qayoums, ce sont des représentants de l'État, en fait, qui sont nommés par les préfets. Les qayoums, ça existe depuis 2016, je crois, et ça se poursuit aujourd'hui après les élections de 2024. Ça veut dire que les commères sont destitués et on nomme un représentant de l'État turc, un représentant du préfet, qui prend la main sur la municipalité. Donc il n'y a plus de maire. La démocratie, évidemment, n'est pas respectée. Alors lui, il nous dit, malgré tout, on continue, l'association, elle continue d'exister. Et donc ils apportent leur aide dans 5 domaines: conseil technique et stratégique, renforcement de leur intervention par des formations et soutien par des formations pour les élus, soutien financier à des petits projets locaux, lutte contre les discriminations et pour l'égalité des sexes, lutte contre les discriminations, pardon, renforcement de la visibilité diplomatique au niveau national et international, d'où notre présence avec cette délégation, mais pas que nous, hein, et développement de la transition écologique. Alors évidemment, il se heurte à beaucoup de difficultés, hein. Entre autres les destitutions de maires. Mais les destitutions de maires, elles provoquent, c'est pas uniquement symbolique, hein. Ça entraîne des démissions de fonctionnaires qui ne veulent pas travailler pour des Qayoum ou pour l'État turc, une perte de mémoire des municipalités, hein. Ça désorganise la municipalité et ça provoque des problèmes financiers, puisqu'en général, les Qayoum visent les caisses de la municipalité. Et ensuite, les communes quand les maires sont réélus, si un jour ils sont réélus, les communes sont privées d'accès aux subventions, mais aussi au crédit bancaire, y compris au crédit bancaire privé, et privées aussi des subventions européennes, des fonds européens qui pourraient aider au développement des villes.
Alors, elles n'ont plus aucune autonomie administrative et économique. Tous les travaux sont décidés par l'État. Tous les bâtiments de la ville de Diyarbakir, par exemple, ont été donnés à la préfecture ou sont sous le contrôle de la préfecture. Les associations sociales dépendantes des mairies sont dissoutes, supprimées. Et avec la loi de 2016, la tentative de coup d'État, là, tous les commerces peuvent être interrogés et emprisonnés. Voilà. Et malgré tout, malgré ces conditions difficiles, il continue d'avancer sur des actions qui pour nous, ont suscité notre admiration. Une culture démocratique avec la mise en place de projets participatifs, de systèmes coopératifs et de conseils de femmes au sein des municipalités, des élus, des fonctionnaires, des commerces, mais aussi des citoyennes. Par exemple, concrètement, il y a eu ils ont procédé à la création de bazars de femmes, de jardins de vie. Voilà, l'idée est de recréer des municipalités à partir des yeux des femmes. Voilà, ils agissent également contre la pauvreté, la prostitution, la toxicomanie, des fléaux qui sont portés par la politique de la guerre menée par le gouvernement contre les Kurdes. Alors pour eux, l'appel d'Öcalan, c'est la seule chose qui peut résoudre la situation. Ils se sentent plus forts, mais évidemment, c'est pas facile pour les municipalités. Rien n'a changé concrètement. Le processus est fragile, ils le savent, et ils font très attention à ne pas ajouter d'autres obstacles. Donc, ils sont quand même favorables au processus initié par Abdullah Öcalan. Voilà pour ma part ce que je voulais vous dire. Je vais passer la parole à Daniel, puisqu'elle va vous parler des associations, en particulier des associations féministes. Merci Didier. Daniel, à toi. Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'est la suite de nos rencontres. On a rencontré effectivement trois associations culturelles. C'était pour répondre à la décision qui avait été prise en AG. Et puis, une association féministe. Je voulais d'abord commencer par dire que vraiment, à chaque fois, on a été très bien reçus. Il y a vraiment une vraie humanité dans les réceptions, dans les échanges qu'on peut avoir et qui sont très contents chaque fois qu'on vient et ils soulignent l'importance des délégations, à la fois la présence sur place, mais après le retour dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut, voilà, comment on peut faire savoir ce qu'ils nous disent. Bon, voilà. Donc, la première association qu'on a rencontrée, c'est l'association qui s'appelle l'Association Rosa, c'est une association féministe. On a été reçus par 7 militantes et qui ont commencé par nous exposer leur parcours. Leur parcours, il était simple et à la fois terrible. Elles ont toutes été emprisonnées, hein, toutes. Elles sont toutes passées par la case prison et parmi elles, alors moi je m'excuse hein, pour les noms, mais je pense que je vais pas parler, je vais pas prononcer comme il faut. Donc il y avait Mulki Esmes, qui est une ancienne maire de Derik, en turc, hein, et qui a été destituée puis condamnée à 15 ans de prison et incarcérée. Il y avait aussi Sadi Manap, qui était membre du TGA, c'est le mouvement des femmes libres. Elle a été condamnée à 30 ans et elle a fait 38 ans. Et elle a vécu pour la première fois son premier névrose libre. Voilà. Elles nous ont expliqué que la lutte des femmes kurdes existe depuis plus de 50 ans, qu'elle a été portée par des milliers d'activistes dans différents domaines et avec vraiment des actions, des formes d'action différentes. Et que la création de la première association, elle a lieu en 91 à Istanbul et qu'ensuite elles se sont développées dans tout le pays. Elles ont porté ou transféré ce combat dans les partis pro-kurdes et elles ont obtenu au sein de ces partis une branche spéciale voilà, de femmes. Et elle dit qu'on leur doit notamment, par exemple, l'idée des coprésidences, les quotas, l'égalité réelle dans les associations, les partis. Elle, l'association des femmes Rosa, elle a été créée en 2018 au moment, et c'est d'ailleurs pour les raisons citées avant qu'elles ont été évidemment emprisonnées. Hein. Là, c'est pour leur combat, pour la liberté, pour l'égalité, quoi.
L'association des femmes Rosa, elle a été créée en 2018 au moment des destitutions des mères kurdes et de leur remplacement par donc les Kayyoum, parce que il y avait des associations qui étaient des associations féministes des municipalités. Elles étaient au sein même des municipalités. Et donc, les Kayyoum les ont soit supprimées, soit transformées en associations conservatrices, enfin, qui n'avaient plus rien à voir avec leur combat. Donc, c'est pour ça qu'elles ont créé Rosa. Elle a pour objectif, l'association, de lutter contre toutes sortes de violences à l'égard des femmes, hein, physiques, psychologiques, économiques, de mener des études sur les discriminations à leur égard, de développer et à mettre en œuvre des projets qui visent à promouvoir l'égalité de genre, la solidarité, mais aussi l'écologie. Elles font à travers des ateliers, des temps de formation. Et elle vise également à la diffusion de la démocratie, par exemple par la création d'un conseil de la vie avec d'autres organisations, parce que moi j'ai trouvé que c'était vraiment leur force à toutes ces associations et tous enfin, les partis politiques, c'est cette capacité à travailler en commun, à travailler, à rassembler largement. Voilà, leur combat, c'est pas simplement leur combat à eux, mais c'est vraiment le combat de tous, quoi. Et de la culture de paix, ça revient beaucoup cette question-là. Elles ont aussi développé un lien fort à l'international. Elles ont participé à la Marche mondiale des femmes, à la Conférence des femmes au Moyen-Orient. Voilà quelques exemples. Bon, bien sûr, hein, elles sont en permanence confrontées aux différents obstacles imposés par les institutions, on les connaît, hein. Voilà, leur combat n'est pas apprécié par les institutions étatiques. Malgré tout, elles ont conclu l'échange en disant que le combat le plus important dans la période, ça reste la paix avec le processus de Tchalan. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont revenus sur ce processus. Et elles nous ont expliqué qu'en fait, la libération de Tchalan et celle des autres prisonniers, c'est c'est pas simplement une libération pour dire d'être libéré, mais que c'est intrinsèquement lié à leur lutte pour la démocratie et la liberté. Il ne pourra pas y avoir de démocratie, de liberté. Elles n'avanceront pas sur ces questions tant que voilà qu'il y aura des prisonniers politiques. Et on leur a posé, nous, une question sur la situation dans les prisons. Et puis, plus particulièrement sur les longues peines qu'elles passent. Donc, elles nous ont expliqué qu'en fait, la prison, c'est comme dans la vie d'aujourd'hui, hein, c'était surprenant à entendre, mais surtout très combative, et qu'en fait, c'est un combat. Survivre, vivre en prison, c'est un combat, comme elles mènent le combat aujourd'hui. Et pourtant, la situation, on peut vous le dire, elle est vraiment terrible, hein, à la fois avec les longueurs de peine, hein, vous voyez, 30 ans, ça se finit en 38 ans, enfin voilà, avec des procédures spéciales qu'elles vivent à l'intérieur, de seul coup, elles n'ont pas de radio, elles n'ont pas de presse, pas de courrier. Elles nous ont expliqué aussi la persécution des familles qui les aidaient financièrement, qui aident les prisonnières, là en l'occurrence. Voilà, elles sont persécutées dans le... Et elles nous ont dit aussi que, parce que nous, on leur a dit qu'on écrivait, on faisait des ateliers d'écriture, elles ont vraiment dit qu'elles appréciaient, voilà, ces ateliers sont vraiment beaucoup appréciés, mais qu'elles ont de la peine à répondre quand elles reçoivent des lettres. Elles en ont reçu, pas de chez nous, mais il y en avait quelques-unes qui avaient reçu des lettres de France, parce que en fait, le tarif d'envoi, par exemple, pour vous donner un exemple, pour les empêcher de communiquer, il est 6 fois plus élevé que la normale. Voilà, donc c'est un frein aussi financier de nous écrire. Voilà sur cette association. Après, le lendemain, on est allé voir la maison d'Engbej. Donc, les Dengbej, ce sont des chanteurs traditionnels qui chantent a cappella, qui sont vraiment considérés comme des trésors, quoi. C'est vraiment c'est vraiment une culture un patrimoine culturel très, très important au Kurdistan. Dans leurs chants, ils véhiculent des légendes, l'histoire, l'amour et les tragédies du peuple kurde. D'ailleurs, dans le même chant, ils peuvent commencer par l'histoire, passer par l'amour et finir par les tragédies du peuple kurde. Dans les années 80, les Denjbek ont été persécutés pour avoir chanté en kurde, hein. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, je vous rappelle. Et donc ils ont beaucoup enregistré clandestinement sur des cassettes qui circulaient sous le manteau. Et en 91, Turgut Özal
lui-même d'origine kurde, a annoncé que l'utilisation de cette langue redevenait légale, à l'exception, vous allez voir, des émissions, des publications, de l'éducation et de la politique. Elle est très moyennement légale en fait, hein. Et cette décision a permis quand même aux Dengbek de pouvoir se produire de nouveau. Donc c'est pour ça qu'on a pu les rencontrer donc, dans un lieu dédié qui s'appelle les Maisons. Et enfin, la troisième association culturelle qu'on a rencontrée, donc c'est l'association Rased. C'est une association culturelle exclusivement féminine. Ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas avec les hommes, mais l'association est composée que de femmes. Elle rassemble des artistes dans tous les domaines, le chant, la danse, l'écriture, la peinture. Elle compte environ 50 membres actifs, artistes, et une centaine de bénévoles elles entretiennent des contacts dans les 4 régions du Kurdistan, dans la diaspora et dans des municipalités où ils travaillent avec des fonds. Elles nous ont cité le British Council, d'autres associations. Elles travaillent par exemple avec Amitié Kurde de Bretagne et le TGA. Elle milite pour l'accès des femmes à la culture et à la production artistique, l'égalité des sexes et la liberté artistique. Elle a été fondée en 2019, cette association, et elle soutient des artistes féminines, soit par le biais de programmes, d'initiatives culturelles, soit elle développe des programmes de recherche historique, par exemple sur les costumes traditionnels, en tant que vecteur de mémoire matrimoniale. Euh, Rasted met activement en question les obstacles liés au genre dans les arts et collabore aussi avec des ONG, des artistes et des institutions pour construire des espaces d'expression solidaires. Majoritairement, ces femmes aussi sont passées par la prison pour avoir exprimé à travers de leur art des opinions politiques ou tout simplement d'avoir chanté ou parlé kurde. Elle décrit vraiment l'art et la culture comme des armes de résistance. Pour elle, c'est très important. C'est pas, voilà. L'autre but de l'association, c'est aussi de lutter contre les violences culturelles, dont plusieurs exemples nous sont rapportés. Par exemple, elles nous ont expliqué que obliger des enfants kurdes non seulement à être scolarisés en turc, mais aussi à fréquenter, par exemple, une école qui porte souvent des noms de personnes qui ont participé aux crimes commis contre le peuple kurde. C'est d'une violence extrême, ça. Donner des rôles très négatifs, par exemple, dans les films, aux personnages kurdes. Voilà. Voilà sur les rencontres, très intéressant. Le bilan de la délégation. Donc, c'est des prises de contact très intéressantes, comme on vient de le dire, avec des interlocuteurs et des interlocutrices qui souhaitent un prolongement de nos relations. Toutes et toutes nous ont remerciés pour notre présence solidaire, ont signé l'importance de nos échanges. Et puis enfin, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la mission pour nos achats a été remplie puisqu'on a ramené 445 foulards ou kéfiers, 10 sacs et tout ça 50 kilos de marchandises, hein. Donc merci aux porteurs des valises. Voilà. Et puis merci à Ahmed puisque c'est lui qui nous a aidés pour la marchandise et puis il nous a fait visiter le premier jour, le premier matin, la ville. Donc c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Voilà. Et donc, on finit par les suites. Les suites, faut vraiment répondre à la demande du GAP parce que vraiment, là, on a vraiment senti que ils sont très intéressés pour qu'on continue à travailler avec eux, soit sur des jumelages, soit sur des projets de collaboration, des projets entre municipalités françaises et kurdes. Ils doivent en principe nous envoyer leurs attentes, leurs propositions. Et puis le RASET, pareil, l'association RASET, très intéressée pour travailler avec nous, d'autant plus que là, on a vraiment une interprète, Pia, qui était parfaite, enfin, merci Duquesne aussi, hein, mais qui parle vraiment couramment les deux langues. Et donc, eux, ils sont sur des projets culturels. Donc, comme c'était un peu notre décision d'AG, je pense qu'il y a des choses à faire avec eux, à réfléchir. Voilà. Et le troisième point des suites, c'est aider Ruken. Elle voudrait venir en France, mais apparemment, c'est pas si simple que ça de venir en France. Il faut un visa. Et pour un visa, il y a quelques contacts en France à avoir. Donc, faut voir si c'est possible de l'aider. On s'est dit ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais les autres compléteront.
Merci, Eh ben, Daniel. écoutez, Didier et Daniel, merci pour ce compte-rendu vraiment complet. Ce que je propose, c'est de donner aux autres membres de la délégation la parole s'ils ont des choses à ajouter, des impressions, voilà, des analyses qu'ils peuvent donner. Et puis après, on pourra avoir un petit échange entre nous sur, sur cette délégation et les questions que vous pouvez avoir et les initiatives qu'on pourrait prendre localement pour populariser cette délégation et multiplier nos initiatives de solidarité avec le peuple kurde. Voilà. Alors sans perdre de temps, euh, eh bien, je donne peut-être la parole tout de suite aux membres de la délégation qui souhaitent la prendre. Vous battez pas, hein? Nadine? Oui, non, moi, bah, d'abord, je voudrais te dire merci, hein, le compte-rendu, hein, c'est vrai, hein, était parfait. Non, moi, je veux simplement dire que on a été vraiment très bien reçus par le DEM Party, qui nous ont fait un programme qui répondait vraiment à nos attentes. Je pense que c'est aussi le signal que bah, notre association est reconnue voilà, dans notre activité. En même temps, il faut vraiment continuer ces délégations parce que c'est vrai que on commence à avoir une reconnaissance, mais je crois qu'il faut encore l'amplifier. On voit bien à chaque rencontre, on continue à réexpliquer qui on est, ce qu'on fait, et c'est important. Mais déjà, le haut niveau d'accueil qu'on a eu, pas que sur les questions matérielles, quand on voyait bien toutes les personnes qui nous ont reçus, ce sont tous des hauts responsables avec des grandes responsabilités politiques. Je trouve que c'est vraiment voilà, c'était vraiment c'est vraiment une preuve que voilà, ça compte quand même, hein, France Kurdistan, et ils ont eu vraiment à cœur de nous faire rencontrer des personnes pour répondre à nos questions. C'était très dense et riche parce qu'il faut quand même se dire qu'on a passé 3 jours sur place, dont un jour avec Névrose, donc 2 jours de rencontres très très denses. Et je veux pas donc redire ce qui a été dit. Euh, ils sont. Alors pourquoi c'est aussi très important? C'est qu'ils sont vraiment très conscients que les relations internationales sont très importantes pour leur cause, parce que vous avez bien vu, la situation politique a évolué, il y a des soutiens internationaux qui sont tombés. Et ils nous ont dit à plusieurs reprises qu'ils pensaient vraiment que la solidarité internationale entre les peuples était vraiment ça qui pourrait les aider à trouver une solution voilà, aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on puisse continuer à développer ça. Et je partage tout à fait que là, d'un point de vue très concret, on a vraiment 2 points d'appui importants parce que Ruken, elle est responsable des questions internationales dans le département femmes du GAB, donc de l'Union des municipalités, et elle parle français, ça aide. Et puis Pia, c'est une personne qui, sur les questions culturelles, peut vraiment aussi nous aider et est en demande. Et elle a travaillé à Paris, comment ça s'appelle? Au Centre kurde culturel de Paris, hein. Donc elle le connaît bien et puis elle est franco-kurde, hein. Voilà, alors Mehmet nous a beaucoup aidé et lui nous a fait partager un moment qui n'a rien à voir avec notre délégation, mais c'est l'Aïd. Mais c'était très sympa parce qu'il nous a fait découvrir toute la famille d'Aïssel. On était même très émus parce que bon, on a pensé fort à Issel. Et je ne savais pas que l'Aïd était aussi important pour eux. Ils le fêtent comme nous, on fête Noël, quoi. Vous voyez, alors qu'on n'est pas croyant et que voilà, ça n'a rien à voir avec la religion. Pour nous, Noël, ben eux, l'Aïd, c'est pareil, c'est fêté. Et donc, on a eu à assister à une réunion familiale autour de la grand-mère d'Aïssel. Voilà. Donc, on remercie beaucoup Mehmet. Franck ou Axel? Je sais que Laura, elle,
sont, Oh, sont... moi, je veux bien prendre la parole, mais juste pour un autre aspect du séjour, pas grand-chose à dire sur ce qui vient d'être dit, puisque j'ai vu qu'on avait fait une bonne synthèse de toutes nos notes et que tout ce qu'on avait pu écrire avait été repris. Moi, je gardais une autre anecdote aussi qui m'a beaucoup touché, c'est quand Mehmet nous a amenés au bord du fleuve Tigre, que j'avais vu sur des cartes quand j'étais enfant, et j'étais très content de le voir en réalité, même si c'était sous la pluie. Et rapidement, peut-être pour revenir à Nadine, l'a un peu déjà dit. Alors déjà, merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur la présentation et sur ce petit compte-rendu qui était très complet. Moi, j'ai vraiment été frappé par, Nadine l'a un peu dit, cet esprit de presque plus de fraternité que de camaraderie qu'ils ont et ce besoin de solidarité internationale. J'ai trouvé que dans les échanges qu'on avait tout au long de la délégation, ça s'est beaucoup ressenti dans leurs paroles, dans leur manière d'être avec nous également. Et je pense que c'est hyper important que maintenant, justement, on puisse rendre très concret les suites de cette délégation, que ce soit avec Ruken, que ce soit avec le GAB, avec voilà, avec toutes ces personnes-là. Parce que maintenant, bah, grâce à la délégation, on a un tas de contacts dont on peut se servir. Et je pense que tout l'enjeu pour que la délégation soit réussie, c'est qu'on arrive à y donner des suites concrètes. Absolument. Alors, on- pour... Chris, vas-y. Oui, parce que je vais pas tarder. Je trouve ce que vous avez dit là au début, le slogan Yekiti Kurdistan, l'unité des Kurdes, c'est absolument nouveau. Avant, c'était pas comme ça. Donc, et moi, je l'ai vu en Syrie en janvier, quand l'armée syrienne avançait jusqu'à Hasakeh et risquait de tout prendre, et les Kurdes avaient perdu 80% du territoire. À ce moment-là, il y avait, les Kurdes regardaient vers Barzani. Et donc, pas seulement Barzani, mais aussi vers les Kurdes de Turquie. En ce moment-là, quand ils risquaient d'être totalement écrasés, il y a eu des pourparlers très intenses entre les Kurdes de Syrie, Abdullah Öcalan, ses émissaires, le parti DEM, et Barzani qui a joué un rôle très positif, avec la France qui a joué pour une fois un rôle positif, et les États-Unis. Eux, ils ont dit, bon, écoute, ils ont perdu 80% du territoire, maintenant ça suffit, il faut leur donner quelque chose. Et Abdullah Öcalan, il a menacé la Turquie de tout laisser tomber comme processus de paix donc tous les Kurdes étaient prêts à défendre les Kurdes en Syrie. Donc je veux dire, aujourd'hui, la question kurde dans les quatre pays est beaucoup plus liée qu'avant. Et ça, c'est un élément nouveau. C'est l'unité kurde qui se joue parce que c'est une question de survie. Et donc, quand Trump avait demandé aux Kurdes, pas seulement aux Kurdes iraniens, mais aussi aux Kurdes irakiens et syriens, de traverser la frontière pour aller changer le régime à Téhéran, ils ont tous dit non. Et donc c'est important parce qu'ils ne veulent pas jouer les exécutifs, les suppléants, les supplétifs de bombardements américains et israéliens, tandis que les bombardements, ça renforce plutôt l'unité de la nation iranienne. Voilà, je voulais dire ça et bravo pour avoir voyagé. Donc, Diyarbakir, c'est toujours magnifique. Et je crois que ce que vous avez vécu là, c'est vraiment la situation actuelle nouvelle et c'est là-dessus qu'il faut continuer. Merci, ciao. Merci, Chris. Merci. Alors, d'autres avis? Sylvie, tu as levé la main? Mettre ton micro, Sylvie. Disais au revoir à Chris. Ah, excusez-moi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? D'autres avis? Bah, alors moi, je veux d'abord, on veut s'excuser auprès de vous parce qu'on est resté en décalage horaire. On est vraiment désolé. Je ne sais pas ce qu'on a raté. En fait, on est arrivé quand Daniel prenait la parole. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Vous avez raté le plus important. C'était ta parole à toi, Didier? Oui, oui. Hein
Euh, donc, merci, merci à celles et ceux qui ont pris la parole parce que c'était très concis et précis. C'est toujours encourageant. Les nouveaux contacts, bah oui, c'est bien de les partager pour les exploiter au maximum et peut-être permettre aux antennes locales de travailler pour prolonger les rencontres. Euh, Toi, tu as parlé, Didier, de ce que tu pourrais faire après avec les élus. Non. Bon, alors je le fais parce qu'on s'est Euh, vu avec Didier. Enclenché encore. Non, mais à propos de ce qu'on peut faire, de quelle suite on peut avoir. Il y a les délégations qu'on envoie en Turquie. Bon, ça c'est précieux, on vient de le vérifier encore une fois. Et puis, il y a des gens qu'on peut inviter en France. Et parmi les personnes qu'on peut inviter en France, il y a des élus, des responsables féministes, des artistes, et peut-être qu'on peut on peut développer cette coopération-là. Euh, Pourquoi je fais un clin d'œil à Didier? Parce que Didier se demandait, après tout ce qu'il avait fait, quelle forme nouvelle il pouvait prendre. Et on disait, ben, on pourrait provoquer des rencontres entre élus. Même si c'est avec un petit nombre de personnes, mais de les faire pour les inviter et pour travailler avec eux sur des projets concrets. Donc c'est ça que je disais. Pour les féministes, c'est pareil. Je trouve que ça serait peut-être pas mal d'inviter en France, si c'est possible, pour elles, si elles peuvent avoir un visa, ce qui n'est pas donné d'avance, mais de les recevoir pour elles nous voient, elles nous entendent, elles nous écoutent dans notre environnement, qu'elles comprennent qui on est, comment on travaille, dans quel contexte. Parce que avoir une idée sur le contexte est quand même tout aussi important que l'idée elle-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'étais contente pour cette délégation. C'était une belle délégation, hein, faut continuer, hein. D'autres remarques? Bah, on a oublié de préciser qu'Axel va faire un documentaire. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, Axel. Enfin, tu vas nous envoyer plein d'images. Et on peut dire ça, on peut dire ça. Ah, Dis-le peut-être. ouais. J'ai oublié, je voulais aussi remercier Franck parce qu'il partage sur les réseaux des photos magnifiques de Diyarbakir. Et je pense que Franck, ça mériterait que tu pousses un peu ton travail photographique parce que ça pourrait être utile à l'association. J'ai peut-être une idée, je te la donnerai au passage. Ah bah avec plaisir. Et merci. Alors, moi, peut-être, ce que je voudrais dire, c'est que cette délégation, elle porte une idée forte, c'est celle de développer la solidarité internationale. Et on voit bien que dans le contexte actuel, cette solidarité, dans le cadre de l'unité des Kurdes, elle est d'une urgence exceptionnelle. Avec le déclenchement de la guerre israélo-américaine dans la région, on a des Kurdes qui aujourd'hui sont dans une situation dangereuse, voire dans une situation de survie, et que la dégradation de la situation internationale est lourde de dangers. Et elle est propice à toutes les manœuvres, comme on l'a vu avec la Turquie, avec les Kurdes iraniens. Euh, et donc, cette solidarité, elle va être importante. Vous avez vu la situation au Rojava. Chris le soulignait tout à l'heure. Il y a plusieurs facteurs qui ont permis d'endiguer cette offensive sur les Kurdes du Rojava. Il y a eu d'abord la mobilisation des Kurdes sur place, qui ont résisté et qui n'ont pas cédé à ce que voulaient les Américains.
Et cette résistance, c'est leur force. La deuxième chose, c'est l'unité des Kurdes. Vous savez que Barzani a joué un rôle essentiel, notamment dans le dialogue avec des sénateurs américains, pour arracher un accord. Voilà. Et la mobilisation internationale, et là le mot international prend tout son sens, car il y a eu des manifestations dans le monde entier de solidarité avec le Rojava. Et il faut dire qu'en France, et j'en discutais avec Kérim, qui est le représentant du Rojava, il nous a dit que c'est probablement en France où il y a eu le plus de manifestations décentralisées dans notre... voilà, décentralisées. On a un nombre très important de manifestations, à l'initiative évidemment de la communauté kurde, mais aussi de nos antennes locales qui ont pris des initiatives qui a permis d'ancrer en profondeur cette solidarité. Et sans cette solidarité, il n'est pas sûr que le gouvernement français eût bougé de la même manière qu'il l'a fait vis-à-vis des Kurdes. Et ça a été quelque chose de déterminant. Alors avec toutes les initiatives que nous avons actuellement à France Kurdistan et qu'il faut impérativement multiplier, on enracine partout la solidarité et on la fait grandir. Et cette solidarité, elle doit prendre plusieurs formes. Il y a ce que Sylvie évoquait, notamment avec les élus, ce qui a été dit dans le compte-rendu de Daniel euh, euh, avec les organisations féministes, parce que il faut dire que sur France Kurdistan, nous avons sur cette question du féminisme euh, des gens qui ont quand même une expérience assez remarquable. Euh, je, je songe là tout de suite à Sylvie et Magali, mais il y en a sûrement d'autres. Et il faut dire que l'écho que l'on a dans les milieux féministes sur la question kurde, elle est considérable. Moi-même, j'ai pu le vérifier à Périgueux ce week-end. Donc, on a dans les jours qui viennent euh, la nécessité de vraiment prendre à nouveau des initiatives. On le fait beaucoup, hein, on a deux ou trois initiatives par semaine hein, depuis le début de l'année, quasiment, ce qui est considérable pour notre organisation, mais que chacun localement, tous ceux qui sont partis en délégation, au moins rendent compte là où ils habitent euh, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont fait, que ce soit dans la presse ou dans des réunions publiques. Hein. Et là, on est en capacité de vous aider à réussir tout ça. Et puis, comme on l'a défini dans notre dernière Assemblée générale, la résistance, et Dala Daniel le soulignait aussi, elle, la résistance, elle occupe plusieurs sphères. Et on s'était engagé à avoir une belle initiative autour de la question de la culture et des arts. Là, on peut avoir des points d'appui. On a des points d'appui en France, on a des points d'appui au Kurdistan. Ça mérite d'être travaillé pour faire grandir partout la solidarité. Voilà ce que je voulais dire. Isabelle, Alors, bonsoir à toutes et tous. J'ai bien aimé vos différentes interventions sur ce que vous avez vécu là récemment au Kurdistan turc. J'aurais bien aimé être avec vous parce que rencontrer des organisations féministes, ça redonne, je pense, la pêche. Et l'idée qu'il y ait des rencontres entre élus françaises et français et puis élus qui pourraient, avec les difficultés que ça emporte, c'est, je pense, une bonne suggestion, même si ça doit peut-être être compliqué à faire. On peut avoir une petite idée où accueillir les élus et qui rencontrer par chez moi, on va dire. Et je voulais aussi vous faire partager le week-end du 7-8 mars dernier, puisqu'on avait à Clemcy, et Didier était avec nous, une grande journée de 8 mars avec pas mal d'associations. Ça a été l'occasion de remontrer l'expo femmes.
Et la veille, j'avais été invitée par le collectif en tant qu'élue, moi, à discuter sur le sujet que je souhaitais. Et j'ai choisi de parler de France Kurdistan, d'une part, de l'expo qui allait être visible le lendemain, et de parler aussi des élus femmes surtout, du DEM Parti, et de l'engagement des femmes et des hommes aussi, mais des femmes surtout qui sont attaquées au Kurdistan, et d'indiquer que moi, en tant qu'élue française, la fois où j'étais allée à la rencontre en 2024 de ces personnes engagées, ça m'avait un peu plus que remonté le moral, mais en tout cas encouragé à me battre, d'autant plus que nous, en France, en tant qu'élus ou militants, pour l'instant encore, on n'est pas inquiété et mis en prison. Et donc, ça avait été le discours que j'avais tenu la veille du 8 mars avait été bien entendu par les collectifs féministes, et l'expo, je pense à Didier pour en parler, a été bien reçue aussi. Donc voilà une petite expérience, on va dire, euh, de France Kurdistan à Clamecy. Mais on peut faire pas mal d'initiatives, effectivement. Ces temps derniers, on était un peu occupés par les élections municipales, mais voilà, ça va se calmer. Oui, c'est fini les municipales et on va pouvoir repartir euh, avec de nombreuses initiatives dans nos villes. Alors, d'autres d'autres avis sur... Euh, Vas-y Magali. oui, je suis obligée de vous quitter. Merci beaucoup pour ce retour. C'était super intéressant et évidemment, oui, il faut concrétiser avec des rencontres entre féministes d'ici et de là-bas et organiser des choses culturelles. Voilà. Moi, je suis complètement partante, euh, comme dame. Voilà. Ben, Thaïlande, excuse-moi, je t'ai pas reconnu tout à l'heure. Mais je te dis à jeudi pour le soutien à Pinar Selek. Voilà. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Au À revoir. bientôt Magali. À bientôt. Roselyne, tu m'entends? Oui, S'il n'y a plus de prise, je te laisse conclure, Roselyne. alors attends, il y a un chat. C'est moi. Ah, pardon. Pardon, Magali. Non, bah déjà un grand merci pour cette présentation de qualité. Comme on vous le disait en introduction, cette présentation sera retrouvée via notre site internet francekurdistan.fr sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez soit la réécouter, soit la partager au maximum afin de trouver de nouvelles initiatives. On a plein d'idées en tête sur ce qu'on a à faire. Maintenant, il faut qu'on le concrétise. Sachez que sur les 3 premiers mois de l'année, on a fait plus de 50 initiatives dans toute la France, ce qui est assez énorme pour une association de notre taille. Donc un grand bravo à tous. Restons motivés, les Kurdes et la solidarité internationale en ont plus que besoin actuellement. Donc bravo à tous, bravo à toutes et bravo à France Kurdistan. Bon, et ben à bientôt. À bientôt, au Salut à revoir. vous.